Hop, on va démarrer l'enregistrement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Stream qui était à la base pas prévu, mais sans vouloir me dox plus que ça, on va dire que je suis fortement concerné par les inondations en pays de Vilaine. Et donc, un déplacement que je devais faire a été annulé. Et qui dit déplacement annulé dit que j'arrive pas totalement à exploser le soir. Donc, me voilà pour ce jeudi 30 septembre. Ouais, 30 septembre. 30 janvier. Le mec est déjà en septembre. Voilà. Donc, pas mal de petits trucs à discuter. Donc, j'ai les articles hein, qu'on va traiter un peu comme d'habitude. Voilà. Donc, ça va être la première partie. Mais avant ça, en fait, je me pose un certain nombre de questions. Alors, pas sur le stream et sa pérennité en particulier. Enfin, pour l'instant, ça a l'air d'intéresser au moins quelques personnes. Donc, toujours très cool, hein, bien évidemment. Mais je me pose la question. En fait, c'est une question d'ambition. Il y a pas mal de choses que je veux faire et je me rends compte que entre les commentaires entre les commentaires de liens, la partie Advent of Code, ça me laisse pas du temps pour l'instant d'envisager d'autres types de projets. Et ça m'embête parce que je voudrais vraiment utiliser ce stream comme un effet de levier. Donc il y a des petites choses que je voudrais faire, il y a du software, il y a du hardware, il y a... Voilà, donc tout ça, ça prend du temps et il faut que j'arrive à organiser les choses. Donc je ne sais pas encore si je vais multiplier, probablement multiplier ou étendre les créneaux, mais vous voyez, c'est de ce genre de sujet dont je veux parler, parce que c'était une expérimentation à la base et je vois que, mine de rien, il y a quand même régulièrement des gens qui viennent au moins jeter un œil, que ce soit là en direct sur Twitch, et merci à vous si vous regardez sur Twitch, hein, toujours. Et, mais il y a quand même pas mal de vues côté VOD YouTube. Donc voilà. Donc je ne vais pas forcément faire tout l'un ou tout l'autre. Je me pose la question de comment je pourrais organiser un peu les choses différemment. Et si vous avez une idée et si vous avez des commentaires ou des requêtes à faire par rapport à tout ça, surtout n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis. Voilà. Je vais y réfléchir, je sais pas. Mais j'ai envie en plus de faire des trucs un peu plus fun. J'avais parlé du Richie Mahjong, ça c'est vrai que ça me travaille pas mal, parce que j'aimerais bien m'y remettre. Et l'avantage de streamer, c'est qu'on le fait. C'est-à-dire on va pas dire au dernier moment, ah non, finalement je vais me regarder un film ou une série, ou je vais jouer à autre chose, etc. Voilà, donc pas mal de considérations là-dessus. Et c'est vrai que j'avais tweeté il y a pas longtemps que l'attention est un jeu à somme nulle. Je le réalise d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses que je veux faire. Et il faut faire des choix. Voilà. Et faire des choix, je pense même que c'est la caractéristique de la vie d'adulte. Pas forcément pour me satisfaire, bien évidemment, mais c'est la vie, comme ils disent. Voilà. Donc sur ces grandes considérations philosophiques, je vais poser un premier repère et on va commencer. Petit break pour la partie YouTube après quand je ferai la transition. Petit break donc sur les liens. Il y a pas mal de choses. Alors, il y a un petit peu d'actualité en plus, donc ça c'est sympa. Je vais faire ça totalement dans le désordre, hein, comme d'habitude. Vous me connaissez, je fais ça un petit peu pêle-mêle, et puis après vous vous y retrouvez avec les vidéos, et donc c'est pas mal. Alors le premier sujet, alors c'est dans la traînée du snowcamp. Traînée dans le sens où, comme je l'avais dit, hein, alors non, faut pas que je fasse ça, parce que c'est ce que je vais partager de l'autre côté. Haha, je vais pas faire mon abruti là, sur OBS, c'est ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer en premier, ça je vais le placer en dernier, et je vais déplacer toute la fenêtre, comme ça on va voir après. Voilà, on est dessus. Ok, donc dans la traînée du snowcamp, c'est ce que je disais. Ce que je veux dire par là, je vais même dézoomer un peu, parce que je vois que sinon avec le chat, ça risque de... Voilà. Quand j'ai fait la conf là, sur les métallois, il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit ah oui, voilà, ça me rappelle tel ou tel sujet, on avait parlé de telle chose, etc. Et en fait, on me pousse des confs qui ont déjà été faites, voilà, des liens, etc. Et voilà, je regarde ça vite fait, je me mets ça sur le côté. Et ça, en l'occurrence, la Hype Driven Development, c'est quelque chose dont on m'a parlé
post-Snowcamp, donc personne qui me l'a suggéré. Si tu te reconnais, un grand merci. Et donc c'est une conf de Quentin Adam, ce qui va me permettre de parler de 2 sujets. Donc là, la conf s'appelle Hype Driven Development, donc c'est une conf qu'il a fait au DevFest Toulouse en 2018. Et la première chose que je veux dire, c'est que c'est ça que j'aime dans les confs. C'est au-delà du fait d'aller voir des nouveaux outils, de rencontrer des gens qui sont formidables, etc. On répand de la connaissance directement de proche en proche. Peut-être que quelqu'un me l'aurait peut-être envoyé si ça avait été sur un réseau, etc. Mais là, l'avantage de l'immédiateté de la proximité des gens, qu'on peut toucher, on peut les saisir comme ça, et faire « Oh, c'était trop cool !» ou « C'était trop pourri !» Bon, en général, plutôt cool. Mais c'est qu'ils peuvent... on peut échanger. Et ça, c'est extrêmement important. J'avais dit, et je le répète, on est sur un art de la transmission orale. Et mon deuxième point, c'est que j'aime beaucoup les confs de Quentin Adam, ce qui m'amènera d'ailleurs un troisième point, là, tant qu'à faire, désolé, je vais causer un peu là, sur cet art justement de raconter. Et Quentin Adam, il fait partie des personnes, ça fait la deuxième conf que je vois de lui. Voilà, c'est le genre de personne qui a compris en fait qu'est-ce que c'est qu'une conf, c'est-à-dire ce mélange de manière d'exposer les idées en les ayant travaillées, en travaillant à la fois la forme, le fond, la manière, la transmission, les références, etc. Et le fond, en l'occurrence, à savoir ce qu'il y a à dire. Et vous imaginez bien que derrière un titre comme Hype Driven Development, quelqu'un qui est CEO d'un cloud provider avec des ambitions souveraines, etc., en Europe, France en particulier, il y a des choses à dire. Je spoil pas la conf, je vais mettre le lien, regardez-la si vous avez l'occasion, si le sujet vous intéresse, voilà, il y a largement de quoi faire là-dessus. Ça, c'est le premier sujet. Et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Quentin. Alors, je sais que des fois il fait un peu polémique avec ses tweets, etc. J'ai vu 2-3 échanges sur X Twitter. Je pense qu'au-delà des polémiques, c'est bien qu'il y ait des débats. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on se met sur la tronche parce que c'est bien de se mettre gentiment sur la tronche, hein, pas aller au-delà de ça. Mais au moins, ça fait avancer les choses. Et on sait où on se tient par rapport aux différents sujets. Ça, c'est la première chose. Ok ? Allez, on enchaîne. Alors, le deuxième sujet, c'est pas forcément un sujet, là, pour le coup, Snowcamp. Je pense que, d'ailleurs, j'ai fait un peu le tour. Bon, on verra bien si c'est le cas. Je sais pas si vous utilisez un linter pour Markdown. Moi, je sais que je rédige pas mal de Markdown parce que je peux pas être quelqu'un qui soit un ayatollah de la documentation, le fait d'écrire des architectures Decision Record, etc. Et ne pas avoir un workflow qui soit calé. Alors je fais du Markdown et de l'ASCII-Doc, je fais plutôt de l'ASCII-Doc en perso, parce que je trouve ça beaucoup plus riche, même si paradoxalement il y a moins de plugins, d'extensions, etc. Mais l'ASCII-Doc en fait limite se suffit à lui-même de ce point de vue-là, et donc beaucoup de Markdown. Et Markdown Lean que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a une tétrachie de règles. Il y en a 58. C'est super sympa, c'est très instinctif. J'aime beaucoup les sane default qu'il y a à l'intérieur. Donc, on le met, il n'y a pas besoin vraiment de plus de configuration. Je ne pense pas en avoir fait dans mon NeoVim en tout cas. Donc ça, c'est très bien. C'est un drop-in et ça fait le taf. Je sais que je m'en sers avec Conquer of Code, là, dont on a déjà parlé. Et très très cool. Voilà, Markdown Lint. Linter les markdown, et puis il y a des trucs tout bêtes, hein, il y a des trucs, voilà, no training spaces, bon, ce genre de choses, et celle que j'avais postée sur Twitter que j'aime beaucoup, c'est link fragments should be valid, parce que ça arrive de mettre des encres, j'ai pas switché, hein. Ah, c'était ça, le mec qui réalise, personne m'a alerté, c'est pas grave. Bon, je reparlerai de la conf de Quentin après, et je fais pas mal, voilà, et donc markdown lint, link fragment should be valid, heading name, link fragment, etc. Donc ça permet de rapprocher en fait une encre avec le header qui la concerne. Voilà, histoire d'avoir un truc ISO. Alors c'est tout bête, hein, bien évidemment, mais voilà, donc très pratique. Je mets ça pareil dans le chat, je mettrai ça après dans la vidéo. Et pourtant, je regarde sur OBS, mais voilà. Donc, je remontre vite fait la conf là, de Quentin Dan sur Hype Driven Development. Je mettrai de toute façon les liens, j'en parlais. Et comme ça, au moins, vous avez l'image si vous la cherchez vous-même. Voilà, j'ai rattrapé ma boulette. Un autre sujet où je vais m'attarder un peu plus pour le coup,
Ça va me permettre de parler d'autres choses. Alors là, pour le coup, je remercie Friday Love sur Twitter, parce que là, pour le coup, je me rappelle qui m'en a parlé. C'est de Pico CSS. Alors, quelque chose que j'avais entendu parler il y a un moment, mais voilà, ça fait partie des liens, on les voit passer. Je prends 2 secondes pour en parler et pour le montrer. Je vais peut-être zoomer un peu. Ouais. Faut pas trop zoomer après pour le... J'aime pas trop la manière dont ça rend là, sur ça. Je vais refaire la capture Firefox. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'a pas aimé le sélecteur. Fenêtre de l'application, Pico CSS. Voilà. Non, ouais, maintenant j'ai un œil sur OBS là. Voilà, donc que je remercie. Justement parce que l'idée en fait de Pico CSS, c'est d'avoir... Alors l'idée c'est que c'est pas un CSS framework. Je pense que c'est assez trompeur dans le sens où c'est plutôt un CSS reset, si vous en avez déjà entendu, hein, des trucs qui reset les trucs par défaut, des navigateurs, des trucs qui sont un petit peu barrés, etc. Non, ça je pense que c'est plutôt un turbo CSS reset qui a le gros avantage en fait d'être extrêmement simple, d'être minimaliste. Là pour le coup c'est super intéressant. Donc il y a des trucs un petit peu sympas avec des data themes pour faire du thème, etc. Moi je pense que ce genre de truc là, il faut s'en servir de la manière la plus minimaliste possible. Là, en fait la version classless m'intéresse beaucoup parce que grosso modo en fait on a des containers pour la partie fluidité, un petit peu le layout, etc. Mais surtout on est HTML first. Au-delà du fait de rajouter cette espèce de CSS reset. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est comme Tailwind. Ah non, c'est encore plus simpliste que Tailwind. Là, alors attends, je vais prendre Quick Start. Grosso modo, tu rajoutes la basis link, et on se retrouve avec, ouais, classe container, ce genre de choses. Et puis en fait, c'est vraiment les types. Alors il y avait un exemple, on va rentrer 2 secondes dedans. Il y avait un exemple, container. Alors non, c'est les sémantiques container, c'est pas ça qui m'intéresse. Non, l'idée c'est vraiment de se baser sur les HTML, sur les éléments HTML pour ensuite partir des éléments HTML. Voilà. Bon là il y a une mini classe parce que là en l'occurrence c'est un exemple avec classe, puis des grids ça me paraît difficile, mais d'en avoir le moins possible en tout cas. Et que ce soit porté par justement cette version-là. Donc c'est très limité, hein, on ne va pas non plus se raconter des histoires, c'est très limité. Et le fait que ça soit très limité, ça m'intéresse grave, en fait, parce que je pense qu'on se perd très souvent à vouloir faire des trucs, voilà, là on a un truc extrêmement bête, en fait, on a un truc Acme avec About Services and Product, et on a un truc à la base qui est uniquement basé sur les éléments HTML. Donc on est sémantique. Voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir un sémantique HTML et d'avoir un markup, un style qui soit aligné sur cette partie sémantique du HTML et pas du sémantique en CSS comme on pourrait le faire avec du... à l'époque on faisait du BEM, désolé je suis vieux, mais du BEM, là, du Block Element Modifier, ou avec l'histoire de la composition. D'où le Pico, ouais, tout à fait. D'où le Pico. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement simple. Et ça me fait bien... ça me plaît déjà qu'il y ait une vision classless, quoi. Où on se dise, non, mais finalement, on va avoir le main, et puis ça va servir de conteneur, etc. Ouais, non, ça pour le coup, très intéressant. Il y a des aspects en plus d'accessibilité qui peuvent être assez intéressants, notamment au niveau du RTL, que je pratique pas, mais ça peut être intéressant. Je pense à creuser. C'est le genre de truc qui impose une contrainte que je trouve saine. Et je crois que c'est dans la partie exemple. Voilà, c'était dans la partie exemple qui était assez sympa, où là, justement, on a... React, je m'en fous, vous voyez du React tous les jours, donc on va faire un truc comme ça. Là, un design system, donc là, on est vraiment sur un code sandbox, tout à fait. Et là, voilà, on a un truc tout bateau, avec ce que ça donne, etc. Et on peut voir directement le source code, donc ça, c'est la partie intéressante. Et alors, on va regarder un petit peu, on va être un petit peu curieux, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oui, voilà, donc on a des éléments qui sont quasiment comme on pourrait avoir des web components, etc. Ouais, des petits spans, des petits labels, des petits inputs, mais voilà, on n'est pas sur des méga classes qui font 50 km de long à la Tailwind. Non, on est sur des trucs... ok. Non, mais voilà. Donc très bien, parce que moi je cherche justement des trucs comme ça qui évitent de réinventer la roue et qui justement se build on the shoulders of giants. Là en l'occurrence on a le HTML qui fait la partie sémantique, Pico vient derrière en disant ok,
Les styles de base sont un peu moches, donc ça permet d'avoir juste ce qu'il faut. Top. Merci, Friday Love. Autre chose. TypeScript, il y a une nouvelle version de TypeScript. Alors, je parlais pas beaucoup de TypeScript là sur le stream. J'en profite puisque là, il y a une nouvelle. En l'occurrence, je vais peut-être zoomer un brin. Ouais, je vais zoomer un brin. Il y a la version 5.8 bêta là, de TypeScript qui est sortie. Donc, elle va passer après en officiel parce que voilà, ça avance, etc. Notamment un truc qui est assez intéressant. Donc là, en fait, il y a une section sur les check returns for conditional and indexed access type. Je ne rentre pas dans les détails de ce que ça veut dire au niveau de TypeScript. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font bien mieux que moi. Je voudrais parler d'un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, donc là, on parle de kind. En grosso modo, il y a une problématique dans TypeScript qui est comment on fait pour s'assurer qu'on ne fait pas rentrer un rond dans un carré. L'idée même de TypeScript, c'est ça. C'est pour ça que moi, je dis que TypeScript, c'est un système typal certes, mais c'est surtout un gros linter fortement teinté sur les types pour JavaScript. Ce qui n'est pas forcément une critique, mais c'est la considération que j'en ai. C'est pas, on n'est pas sur un système typal fort avec compilation, comme on pourrait l'avoir en Rust, en Java, etc. Non, c'est pas la même chose. Donc il faut se calmer. Et le truc, c'est que TypeScript, justement avec l'inférence et puis avec le moteur d'inférence de TypeScript, doit faire pas mal de calculs, de représentation. Et il y a tout un tas de moments, comme par exemple là, TypeScript is non-assignable to machin, ou string machin. Encore une fois, je rentre pas dans l'exemple. Ce que je veux dire derrière, en fait, avec ça, au-delà du fait qu'il faut le lire, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les mises à jour se font, même si ça vous parle pas, c'est intéressant de voir justement les contorsionnements. Et ça c'est intéressant, parce qu'avant, on devait faire des casts avec des as, et maintenant, on n'est plus obligé de le faire dans ce cas précis-là. Mais il reste qu'on est sur ce que j'appelle communément du bricolage. Parce que si avant on avait des as, c'est-à-dire que là, actuellement, en 5.7, et avant, il y a des milliers de bases de code avec des as comme ça bricolées pour que ça puisse tomber en marche et que TypeScript fasse son taf. Ma critique, entre guillemets, de TypeScript, elle va être là. Donc certes, maintenant, il y a moins besoin de le faire. Mais déjà, tous les projets ne vont pas être en 5.8 Day One. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que, oui, ok, on avance. Mais on avance avec toutes les balles dans le pied et tous les bricolages qu'on fait, des bricolages qu'on doit maintenir. Et ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le système typal de TypeScript, il est extraordinaire et qui réinvente la poudre. Je sais que je l'ai pensé, c'est pas forcément une critique. Mais, voilà, il faut raison garder parce que il y a toute une section, alors est-ce que je l'ai passé déjà ? Voilà. Donc déjà, il y a une limitation. Donc là aussi, ils ont avancé d'un pas, mais en même temps, il y a des footguns. Et on se retrouve en fait à devoir bricoler des types, etc., notamment avec les signatures. C'est pas trivial. Vraiment, c'est pas trivial. Il y a des trucs où je vois des choses comme ça, là, où on commence à rentrer dans des interfaces, des types avec des extends, des machins, et puis voilà, des types conditionnels qui vont te dire, alors on commence à faire du code dans les types qui se rapprochent du code du runtime, sachant que en runtime, tout TypeScript est dégagé, il n'y a plus que du JavaScript en runtime. Donc limite, tout ce que vous faites en termes de typage, ça ne sert, on va dire ça comme ça ne sert qu'à la transpilation. Ça ne servira pas en runtime. À quelques exceptions près, mais voilà, et on a beau avancer sur la partie support de TypeScript dans Node, etc. Maintenant que j'ai vu d'autres choses comme Rust, comme Go aussi, mais pour d'autres raisons, etc., je vois TypeScript moins comme la panacée, ça c'est sûr, enfin même si je ne l'ai jamais vraiment pensé. Je pense que c'est quand même un grand pas en avant vis-à-vis du pur JavaScript. Mais quand même, il faut être très très prudent avec l'utilisation de TypeScript. Parce que souvent, l'illusion de la sécurité, c'est pire que l'absence de sécurité. Si vous savez que vous prenez un couteau qui n'a pas de manche et que vous tenez que la lame, vous faites super gaffe. Si vous pensez que tout va bien se passer, que votre couteau il est bien, mais qu'en fait dans le manche du couteau il y a encore un bout de lame qui dépasse, vous allez vous faire mal. C'est un peu la comparaison. Voilà. Mais cela dit, ça avance. Donc tant mieux. Moins de problème. Je vais troller 2 secondes maintenant. J'en profite. Ouais, 20h20, j'ai un peu de temps quand même. Je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus comme segment, mais je vais troller 2 secondes parce que la semaine dernière, j'ai dit
que je m'intéressais pas vraiment aux histoires d'IA. Et c'est vrai, hein, je continue, je vois passer des trucs, etc. Je vois plein de gens qui postent un tas de choses sur Copilot, GPT, les O1, les Llama, etc. Et tant mieux, hein, je veux dire, si ça occupe, si ça suscite de l'envie, etc., et de l'envie d'explorer, ouais, moi, à chaque fois, je vois effectivement des trucs, je me dis, waouh, mid-journée, c'est pas mal. Waouh, le RAG, là, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai encore posé une question à ChatGPT tout à l'heure, parce que je, je me plaignais de savoir d'où venait le point dans le nom de fichier .gitlab.yaml, mais c'est un autre sujet. Et je me rappelle avoir dit que je m'étais pas du tout intéressé à cette histoire de DeepSeek. A priori, j'ai bien fait. Parce qu'au-delà des histoires de pomper des données, etc., il y aurait, alors là, je dis ça comme ça, hein, ça fait partie des choses que je vois passer, si ça se trouve c'est une fake news, mais ça paraît strange au vu des différentes captures d'écran. Mais ouais. Mais ouais, on aurait des bases de données exposées, ce genre de choses. Enfin bref, tout ce que DeepSeek a pu pomper, comme ça a été un peu dumpé comme ça, c'est chaud. C'est chaud, et puis ça dit aussi pas mal de choses de tout un tas de gens qui, qui attendent en fait cette espèce de l'IA qui va mettre fin à toutes les IA. Je ne sais pas vraiment comment penser. Je pense que c'est un sujet de préoccupation, il faut y réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de n'importe quoi qui est fait là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se dire j'ai plus besoin de coder grâce à l'IA. Ok. J'ai plus besoin de développeurs grâce à l'IA. Ok. Et j'ai plus besoin d'artistes, de modes de production, etc. grâce à l'IA. Ok. Mais en fait, non. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des limitations. Il y a des choses qu'on fait bien. Ça avance. Mais j'ai toujours l'impression que c'est des POC qui donnent des POC qui donnent des POC. Donc, et quand je vois des choses comme ça, je me dis on avance, on se casse la figure, on fait 2 pas en arrière, un pas en avant, je ne sais pas. Ou peut-être un pas en arrière et 2 pas en avant, ce qui fait qu'au final, on avance. Mais je vais continuer, voilà, radicalement, résolument, je vais continuer d'être sceptique par rapport à tout ça. Déjà parce que l'objectif notamment d'un stream comme le mien, c'est de pratiquer, c'est d'en discuter, c'est de pratiquer. Donc ça va vraiment à l'opposé de ce qu'on veut faire avec l'IA. À savoir, avec l'IA, on ne veut plus spécialement réfléchir, ou du moins on veut déporter un certain nombre de choses à l'IA. Et sur la partie technique, c'est encore pire, parce que là, on ne veut plus coder, on veut juste exprimer des intentions, et que la machine, elle fasse tout comme il faut elle-même. Et je dis pourquoi pas, peut-être que voilà. Mais en tout cas, c'est pas mon ambition. Mon ambition, c'est de comprendre ce que je fais. Et limite, de plus en plus, je vais être de plus en plus bas niveau. Au-delà du fait d'avoir fait mon clavier, etc. Ça va être le dernier lien. L'idée aussi, c'est d'avoir un petit peu un côté matériel, parce que je pense que c'est important qu'on garde quand même collectivement une connaissance un peu matérielle de comment les choses elles fonctionnent, une connaissance un peu bas niveau du code pour savoir comment un peu tout ça fonctionne. Et parce que je l'ai vu notamment, voilà, je parlais des inondations en Pays de Vilaine, on n'est jamais très très loin en fait de peut-être pas de la fin de la civilisation, mais du fait que ça tangue forcément. Et je pense que c'est quelque chose qui est dans l'esprit de tout le monde depuis le Covid, bien évidemment. Voilà, donc si vous êtes dans les IA, etc., faites gaffe à ce que vous faites, balancez pas n'importe quoi, et puis prenez toujours en considération, et ça va être mon dernier point, d'où ça vient et qui ça sert. Alors ok, vous en tant qu'utilisateur ça sert, mais je rappelle tout le monde que quand le produit est gratuit, c'est vous le produit. Hein. Ça reste vrai. L'idée que DeepSeek balance son truc de manière à couper l'herbe sous le pied à plein de monde, on est content, ça fait du mal à Sam Altman, je pense que indirectement ça doit faire du mal à Elon Musk, ça doit faire plaisir à plein de gens de faire du mal à des milliardaires, ok, il n'y a pas de problème, on en rigole. Surtout que, a priori, OpenAI avait pillé l'internet, et donc DeepSeek a pillé OpenAI en faisant du retraining là, avec leurs données, de la distillation, comme ils disent. Certes, ok, on en rigole, effectivement. Mais qui ça sert, après? À quoi ça sert? Quel est l'intérêt? Quels sont les intérêts? Parce qu'il peut y avoir plusieurs axes qui sont vrais en même temps. C'est jamais binaire. Donc voilà, prudence par rapport à tout ça. Et le dernier sujet, avant de repasser
Bon, oui, on parlera de l'Advent of Code et je reviendrai un petit peu sur ce que je disais en intro. Et le dernier sujet, c'est que je vais, alors grâce à un collègue, Henri Gomez, que vous connaissez bien, j'imagine, j'espère, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous, c'est une crème, je l'adore, Henri. C'est que je vais probablement, me mettre à faire du Rust sur microcontrôleur. Ça, c'est effectivement une des raisons pour lesquelles je voulais faire du Rust, c'est que c'était tagué pour faire de l'embedded, comme ils disent, et ça m'intéresse. Ça m'intéresse, des systèmes off-chip, on-chip, ce genre de choses, de programmer des choses, d'aller taper avec du NoSTD, faire des écritures directement en mémoire. A priori, il y a des supports qui sont très intéressants. Donc, voilà, de Rust on ESP Book, il y a carrément un bouquin qui existe là sur la partie expressif. Donc je me dis pourquoi pas. Ça peut être intéressant peut-être de lancer un petit projet là-dessus. Mais vous voyez, ça va être difficile de faire coïncider un projet sur du Rust hardware avec en même temps le fait de continuer la partie un peu plus algorithmique, code de l'Advent of Code, que je veux continuer à faire, parce que déjà il me reste 13 jours à faire, j'en suis à peine à la moitié avec vous, et parce que j'ai mis ça un peu de côté, même si je vais peut-être avancer un petit peu sur les autres en parallèle, et puis peut-être d'autres choses, donc il faut que je réfléchisse à mes histoires de créneaux, etc. Voilà, ça fait un petit peu le tour. Et si jamais, encore une fois, vous avez des idées de trucs dont vous voulez que je parle, ou que vous vous dites, ah bah tiens, ça serait pas mal qu'on discute de ça, n'hésitez pas, poussez-moi les liens. Je réalise que j'ai pas poussé les liens de... Hop, si, j'ai pas mis... Oh la vache, même Pico CSS, carrément, j'ai pas mis. Donc je vais les dumper au fur et à mesure. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à... je vais prendre celui-là plutôt, hop. Pas non plus faire plus de clics que nécessaire pour Elon Musk, hein. Je suis pas non plus un Musk boy, loin s'en faut. Et je vais dumper ça aussi. Voilà. J'avais posté le DevFest Toulouse. Oui, ça doit être ça, Markdown Lint. Ok, Markdown Lint. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était Advent of Code. Donc on va le ramener là, et on va revenir sur notre sujet. Et là, cette fois, je me trompe pas, je vais déjà mettre une marque. Ah, lâche. Je commence à me professionnaliser, hein, vous avez vu, il faudrait peut-être que j'apprenne les raccourcis clavier au bout d'un moment. C'est pas grave. On va faire ça. Hop, on va changer ça. Comme ça, j'ai mon show me the key qui apparaît. Il apparaît bien. Ok. Voilà. Est-ce que j'ai bien tous mes trucs, etc. Oui. Important de bien vérifier d'avoir cette petite checklist. Alors, je vais déjà me remettre... non. 2024 Day 12 Part 2, puisque nous sommes à la Part 2 maintenant. Et pareil ici. Ok. VI SRC, non, VI SRC, main.rs. Pas de Rust Analyzer cette fois. Ok. Un peu de contexte cette fois. Donc là, je peux lâcher ça et revenir là-dessus. Comme ça, je peux voir en même temps ce que je montre. J'aime bien faire ça comme ça. Ok. Pardon. Donc un peu de contexte. Je vais revenir, hein, comme je fais d'habitude, toujours une petite intro. Et puis c'est bien, en plus, 20h30. Ça nous laisse une heure pour avancer. Donc. Alors, je le fais rapidement, le récap pour la truc. Donc, on est sur le Day 12 de l'Advent of Code. L'idée, c'est qu'on ait une région, je vais prendre plutôt la grande. On est une région de plantes, comme ça, qui sont chacune représentées par des lettres. Et dans la première partie, on devait délimiter les régions. Donc là, tout ce qui a des lettres R, là, tout ce qui a des lettres I, etc. Et on devait calculer leur surface et leur périmètre. Et ensuite, en faisant la multiplication des deux, ça permettait à nos petits elfes de savoir combien ils devaient acheter de palissades. Et on a fini, après avoir galéré un tout petit peu quand même, grâce à un bug très bien, ce qui m'a permis de parler des bugs et de la manière de les détecter, donc plutôt cool, on a réussi par avoir une réponse. Donc c'est absolument pas un spoil, puisque chaque réponse dépend du jeu de données en entrée, et le jeu de données est unique par personne. Donc cette réponse-là, bon, elle est peut-être bonne pour quelqu'un d'autre, mais qui aurait un jeu de données totalement différent. Donc ça serait une coïncidence. Si ça a marché sur vous et que ça vous a spoilé, tant mieux ou tant pis. Bref, en tout cas, on a terminé la première partie du puzzle qui est la première étoile. Et il y a une deuxième étoile, puisqu'il y en a 2 par jour. Et la deuxième étoile, en gros, le principe, c'est j'avais tous mes requirements, ça marche, etc. Sauf que le client, en fait, il m'a pas tout dit. Voilà, c'est pour représenter cet aspect de la vie pro où le client n'a pas tout dit et qui dit « Ah oui, mais au fait ». Et là, en l'occurrence,
c'est pas le périmètre au sens où on va aller... Alors, je vais reprendre plutôt ça. Voilà. C'est pas le périmètre où on doit aller regarder le nombre de trucs qu'il y a pour faire le tour. Non, non, non. En fait, ce que le client voulait dire, c'est que autant la surface 1, 2, 3, 4 lettres, ça va, hein, 1, 2, 3, 4 lettres pour les B, 1, 2, 3, 4 lettres pour les C, ça, la surface, il n'y a pas de problème. Par contre, le périmètre, c'est pas la même règle. C'est pas le nombre de chaque côté là, et ensuite le nombre en dessous et celui-là. Non, non, non. C'est le nombre de côtés. C'est-à-dire que là, il y a un côté, là, il y a un côté, et ensuite, il y a les côtés verticaux là, qui sont représentés par cela. Donc là, il y a 4 côtés pour le A. Pareil pour le B, il y a 4 côtés. Par contre, pour le C, bah, il y a plus de 4 côtés. Parce qu'il y a ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Il y a ces deux-là qui forment un côté. Il y a celui-là qui forme un côté en bas, celui-là qui forme un côté, celui-là qui forme un côté, et ceux-là qui forment un côté. Vous voyez, donc à chaque fois, c'est si on arrive à tirer une droite comme ça, voilà. Par exemple, les E, il y a 4 côtés. Il y a le côté du haut, le côté de chaque côté latéraux, là, et le côté du bas. Donc, les E ont le même nombre, ont le même périmètre en l'occurrence, le même nombre de côtés que les A. Ils n'ont pas la même surface, il y a 3 E et 4 A, okay, mais ils ont le même nombre de côtés. Et là où ça devient Sioux, donc je vais passer plutôt dans la part 2, comme ça me permet en plus de réfléchir au problème, ça devient Sioux parce qu'on peut avoir des cas comme ça, où là les X ont 4 côtés, chacun, et le E par contre, bah, y a les côtés au-dessus du E et les côtés en dessous du E, puisqu'ils bordent les X. Et pareil là, donc il y a les côtés au-dessus et en dessous, et même ce E là, il a un côté donc à droite, avec tous ses autres copains E là, mais il a aussi à gauche, pardon, et il a aussi un côté à droite, parce qu'il y a des X à côté. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de... Il y a des côtés, voilà, c'est un peu tordu, etc. Et de la même manière, ça c'est très intéressant, parce que les B, ils ont 4 côtés, hein, en haut, en bas, à gauche, à droite, puisque ça fait des droites. Pareil là, hein, c'est un carré, donc là pareil. Par contre les A, bah, ils ont tous leurs côtés extérieurs, et ils ont tous les côtés intérieurs avec les B. Vous voyez l'arnaque là? Donc là, il y a un côté en dessous des A, là il y a un côté à gauche de CA là. Et là, il y a des côtés à gauche, à droite, pardon, de CA là. Et pareil pour cela. Donc ça multiplie en fait les côtés à l'intérieur. Et donc on se posait la question mardi, en l'occurrence. Et... Je relis en même temps, hein, parce que bon, non, ça c'est une blague. Nanana. Voilà, et donc le gros point positif avec l'Advent of Code, c'est qu'à chaque fois, par rapport aux différents cas de test qui nous sont donnés, on a des résultats. Donc on sait que sur la région, alors je vais revenir dessus, voilà, sur cette région-là, si on applique l'algorithme, en fait, l'algorithme de la part 2 avec ce jeu de données-là, eh ben, on a tout le descriptif qui nous dit, voilà, il va y avoir 12 fois 10 et ça fait 120, etc., etc. Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et là, ça me dit, bon, vous ne le voyez pas, j'imagine, avec le chat, mais l'idée, c'est d'attendre en termes de total pour cette région avec des R, des I, des C, etc., un total de 1206. Après, le total n'est pas très intéressant, parce que l'idée, c'est de se dire, il y a un total, et il faut que notre code y matche. Voilà. Bon. Alors. Voilà. Ok. Je bois un coup. Parce que je parle beaucoup, et je bois pas assez. Donc j'ai récupéré le code de ma part 1, ok, parce que il fonctionnait, il m'a donné le bon résultat. Et l'idée c'était de se dire que parcourir les régions, on l'a. Calculer la surface, on l'a. Par contre, les histoires de périmètre, voilà. Les histoires de périmètre, c'est... alors, je vais juste faire ça. Ouais, c'était ça. Je voulais juste reprendre mon OBS pour le mettre là. Voilà. Comme ça me permet de voir aussi ce qui se passe là et d'avoir les niveaux. Parce que ça me stresse, en fait, de ne pas avoir les niveaux de son. Yopla boum, pardon. Donc, voilà. Donc, la fonction qu'il faut changer, c'était la fonction getPerimeter. Parce que getRegions, on sait que ça marche. On récupère bien les régions. GetArea, voilà. Ça marche. Ah oui, j'ai mis explode région. On verra pourquoi je suis venu à ça. Si j'ai dû faire une... Ah là, j'avais fait un joli machin. Get sides. Donc l'idée, c'est de récupérer le nombre de côtés. Donc j'avais commencé avec des cas un peu bateaux comme Léa, etc. Et je me suis dit, bon, très très vite, en fait, on va s'intéresser au cas un peu tordu au C. Et j'ai fait ce cas-là, en fait. J'ai fait un cas avec des A,
avec un O qui n'a rien à voir, et puis avec des A derrière, et puis il y a des A en dessous. Et j'avais délimité là avec mes petits traits ce qu'on attend. Donc l'idée c'est de se dire que là on a un côté. Peut-être non, je vais laisser comme ça. Là on a un côté. Et là, tout ça c'est un côté en bas. Et ici, en fait, à cause du haut qui est là, bah, il va y avoir un côté là, il va y avoir un côté là, et il va y avoir un côté là, parce qu'il y a le haut. Le point là, il sert à rien, c'est pour éviter d'avoir du white space qui sert à rien, qui va être affiché dans Vim. Je pourrais faire d'ailleurs un caractère en bas. Ouais. Oui, ou un truc comme ça. Ok, donc c'est pas ça qui nous intéresse. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Donc le nombre de côtés, là en l'occurrence, il serait de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et donc je m'étais dit, quand j'avais commencé à fluidifier le truc, j'ai pas réfléchi depuis puisque j'avais d'autres choses à faire, c'est de me dire, ok, ce qui pourrait être pas mal, sachant qu'on ne peut pas simplement se dire, comme je l'avais fait sur la part 1, de dire bah, là combien j'ai de voisins, donc j'ai ça de côté, là combien j'ai de voisins, donc ça j'ai ça de côté. Je peux pas, j'ai pas l'impression que je puisse avancer, en tout cas de proche en proche comme ça. L'idée ce serait d'avoir une étape intermédiaire où on exploserait, histoire de pouvoir avoir des coordonnées de vraiment chacune des éléments des côtés, pour ensuite passer un algorithme sur ces côtés, et de se dire, bah, est-ce que là j'ai quelque chose de contigu? En l'occurrence oui, ça fait un côté, mais là j'aurais plus la contiguïté, donc ça fait un autre côté. Et donc ça serait un autre côté. Et de pouvoir au moins déterminer là-dessus, en faisant un scan horizontal et un scan vertical, de faire ce genre de choses. J'ai pas eu de révélation, en tout cas aujourd'hui. Ça m'arrive des fois de me dire, ah, tiens, ça serait bien de creuser ça. En l'occurrence, c'était le cas pour les régions. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas. J'arrive pas à trouver vraiment de choses qui me satisfassent pour le fait de dire j'arrive à des côtés. Et de ce que j'ai vu en diagonale du subreddit de l'Advent of Code, cette journée 12, elle est intéressante parce que clairement, c'est le cut-off au niveau des gens, quoi. Je crois que vraiment, il y a un côté un peu abrupt de dire que là, c'est fini, on cause plus, quoi. On joue plus pour de rien. Donc je me suis dit, bah, je vais au moins coder ça, parce que même si j'avance, ça me fait pas avancer totalement sur l'Advent of Code, au moins ça me fait coder. Et c'est aussi un peu l'idée, c'est pas de faire cher ChatGPT, cher DeepSeek, c'est quoi la réponse? Parce que bien évidemment, c'est absolument pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de tendre au fur et à mesure. Et comme je le disais, peut-être que je vais jeter tout ça à la poubelle. Je reprends, hein, si vous n'étiez pas là quand je l'avais fait. Quand j'avais fait tout le calcul des périmètres de... Alors ça, c'est mes notes sur le SnowCamp, c'est pas ce qu'on veut. Hop, ça, on s'en fout. J'avais fait tout un tas de... Oh non, je vais la retrouver. Ah, mais j'ai arraché les pages? Non, on me dit pas que j'ai arraché les pages, ce serait vraiment trop bête. Mais... Voilà. Donc j'avais fait en fait toute une espèce d'algorithme de me dire, attends, les configurations, les carrés, etc. Et en fait, c'était tout pourri parce qu'il fallait pas compter les coins. Il fallait compter que les côtés. Donc voilà. Donc comme quoi, l'idée derrière, c'est vraiment ça, c'est d'expérimenter, de voir, puis de voir ce qu'on apprend. C'est un peu un projet au long cours. Et j'aime bien le fait de me dire, ok, l'Advent of Code, c'est fini le 25 décembre. J'ai un Advent. Mais ça m'empêche pas, moi, d'utiliser leur sujet, et puis même de refaire ceux des années précédentes après. Parce que l'idée, c'est de pratiquer et de se poser des questions. Donc, je fais semblant de savoir ce que je fais, mais on va y retourner. Donc, Explode Region. Donc, l'idée, là, c'est de partir de ça et d'arriver à ça. Ok, donc en termes de coordonnées, je pense que je suis bon au niveau de l'expect. Ouais, effectivement, c'est bien ça en termes de coordonnées. La fonction n'est pas encore utilisée, c'est normal. Et donc, je vais réutiliser mon find avec mon petit enter pour faire du TDD. Donc là, ça ne marche pas parce que à gauche, j'ai 0, 1, 2, 3, qui sont les coordonnées originelles, et à droite, j'ai 1, 3, 5, 7. Et je m'étais posé la question la dernière fois de pourquoi? Parce que je renvoie bien New Region. Je crée bien une nouvelle région, puisque c'est ça que je veux. Je veux une région avec des coordonnées éclatées. En fait, la raison pour laquelle j'éclate, en même temps, voilà. La raison pour laquelle j'éclate mes coordonnées, c'est pour avoir de la place dans mon système de coordonnées basé sur des entiers, pour avoir de la place pour pouvoir insérer ces caractères-là. Parce que si ça fait 1, 2, 3, 4, je ne peux pas faire 1,5 entre les deux. Donc d'avoir 2, 4, 6, 8, ou en l'occurrence 1, 3, 5, 7, ça me permettra de mettre
Ça me permettra de mettre les autres à côté, quoi. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Donc, pourquoi que ça marche pas? Alors, pourquoi que ça marche pas? Qu'est-ce que je fais là? J'initialise max x et max y, et là je récupère le max x et le max y. Bon, jusqu'ici tout va bien, je les print. Ce qui est effectivement le cas là. J'ai un max y de 3, sachant qu'on part de 0. On a 4 caractères, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3, vous savez 4. Et y 0, parce qu'on n'a qu'une ligne. Bon, jusqu'ici tout va bien. Ça c'est bon. Ensuite, donc je crée une nouvelle région. Ok. Oui, parce que là, en termes d'optimisation, je ne fais pas des mutations ni rien. Je fonctionne un peu en immutable. Et donc, je vais dire que je vais, donc pour chaque ligne, là en l'occurrence, il n'y en aura qu'une, et pour chaque caractère, oui, si ma région d'origine contient cette coordonnée-là, je vais pusher dans la nouvelle région une coordonnée qui va être x fois 2 plus 1 et y fois 2 plus 1. Ça a l'air pas mal, ça. Y, en l'occurrence, c'est 0, donc ça ne va pas changer grand-chose. Ah, je suis con, je le fais exprès. Attends, mais des fois, pourquoi il n'y a pas de point-virgule, là? Non, ça change rien. Ouais, non, ça change rien. Bon, c'est pas grave. J'en sais rien. Peut-être que je suis fatigué, il y a peut-être un truc qui est... Des fois, c'est évident, on le voit, et puis c'est après qu'on se dit... Oups, j'étais teubé. Il faut être humble, hein, des fois. Et là, on va faire un DBG. Voilà, de e new x. 1, 3, 5, 7. J'ai bien 1, 3, 5, 7. Right, 1, 3, 5, 7. Pourquoi j'ai 0, 1, 2, 3? Qu'est-ce que je renvoie bien new region. New region est mutable. Je push dedans. New x. What the fuck? Et j'avoue que pourquoi j'ai pas mes bonnes valeurs? Ça devrait marcher. Je vais voir le truc, je vais être mort de rire. Et des fois, c'est ça. Hein. Donc j'ai bien... Ah oui, Y, je lui mets 1. Ok. New region, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, machin, machin, machin. Non, mais c'est mon assertion qui est pourrie. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, pinaise. Bah oui. Oh là 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 là. C'est ça. J'étais parti un peu vite tout à l'heure. Je voulais faire un truc... la dernière fois, j'étais parti pour faire... Qu'est-ce qui va pas? Oula. Ah bah oui, puisqu'on n'est plus sur la région, donc... Ok. Ah, voilà. Donc ça, c'est bon. Ok. Ouais, alors là, effectivement, l'Y, on l'a basculé. Ouais, je pense qu'on peut tolérer le fait que Y, il va passer avec... On verra. Peut-être que ce que j'ai fait est pourri pour d'autres. Mais là, effectivement, là, c'est bon. Ok, bon. Très bien. On peut garder les println et les dbg, puisque, comme vous pouvez le voir, quand les tests passent, les println et les dbg sont pas rendus dans la console. Donc ils partent directement, j'imagine, dans DevNull, un truc comme ça. Et que si jamais ça va pas, par contre, là, ils servent. Donc dans cette phase un petit peu de conception, c'est pas grave du tout d'avoir des println, des dbg. Hein. Ça va pas saturer, ça va pas polluer. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, on avance un test par un test. Donc c'est un petit peu sympa. Alors, donc là, si on passe sur un cas qui est plus complexe, que là, ce qu'on veut, en fait, c'est faire ça. Je vais faire les lignes après. Je me fatigue des fois. J'arrive à me saouler. Et donc ça, et donc ça, et donc ça. Donc en fait, on veut ça. Comme ça, ça va nous permettre... Et donc ça aussi. Et donc
Et oui, parce que le premier au subline doit être décalé. Bah oui, puisqu'on a dit 1. Voilà. Donc ça, c'est pas mal, parce que ça permet, justement, après, ça nous permettra de mettre les... on va faire comme ça. Voilà, les barrières. Donc là, je vais faire pour les A, par exemple. Dans le cas des A. Voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ça, par exemple. OK. Et si je le fais pour les B, ça va être ça. Ça va être ça. Et donc, il a du mal. Il a du mal ce soir. Et voilà, etc. Donc ça, c'est pas mal, parce que voilà, bon, vous voyez l'idée, quoi. Donc, la magie de l'undo. Ok. Oui, c'est vrai. Ouais, alors ce qu'on va faire, parce que là, il y a plusieurs régions et que je vais exploser une région par une région, on va faire let exploded regions est égal à regions.iter.map region. Bon, on peut même directement faire un explode region, je pense. Vous voyez, ça c'est l'idée derrière. C'est que même en fait, si ça me sert à rien, je me dis, ah bah tiens, plutôt que de faire un map avec une closure où je vais mettre région et puis je vais appliquer une fonction dessus, là je passe directement à la référence de la fonction explode region et je vois si ça match derrière. Et un collect, parce que là on est sur un itérateur. Et oui, il faut que je lui dise ce que c'est. Non. C'est un... Non, Stéphane. Non, non, tu recommences. Hop. Voilà, et là c'est bon. Donc là, je peux lui dire, effectivement, exploded region. Alors, qu'est-ce que je veux? Donc, pas un 3,5. Alors oui. Vous savez quoi? On va faire remplacer 0 par 1. Voilà, feignant. Donc ça, c'est les A. On va les mettre là comme ça. C'est vrai que je ne l'ai pas fait la dernière fois, ça. C'est vrai que c'est quand même plus simple quand on sait de quoi on parle. Vous voyez, c'est ça aussi. C'est le fait de... Oh, il les aligne comme ça. Mazette. Très bien. Donc comme ça permet de faire le lien. Et c'est aussi ça que je veux faire. C'est pratiquer le fait de faire du Rust. En fait, c'est ça l'idée. C'est de pratiquer le langage pour voir jusqu'où ça me mène. Et si ça peut me permettre de résoudre mon problème en même temps d'Advent of God, c'est pas mal. Mais de pratiquer. On pratique pas assez, je pense. On pratique pas assez le fait de pratiquer. Aussi, il y a un aspect un peu méta où, vous voyez, là, je fais du NeoVim, donc je me déplace, donc je vais corriger des trucs, donc j'utilise le LSP de Rust, et puis je rajoute des choses, et puis je vais tester des machins, et puis à un moment donné, je me dis, bah, tiens, par exemple, pourquoi mon URegion, il sortait pas? Bah oui, parce que j'ai fait n'importe quoi dans mon cas de test. Pratiquer le fait de pratiquer. Parce que je fais ça en Rust, mais je pourrais très bien le faire en Go, en TypeScript, puisque je parlais de TypeScript pendant une plombe tout à l'heure. Et quand on fera du HTML, c'est pareil. L'idée, c'est de pratiquer l'outil, d'utiliser les outils qu'on a sous les mains, de voir qu'est-ce qui gratte et d'ajuster. Peut-être qu'à un moment donné, je vais rager, et puis je vais aller modifier mon NeoVim, parce que je voudrais rajouter un truc ou un machin. Ok? Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser une question. Ça me fera toujours plaisir d'y répondre. Et j'en profite pour boire un coup. Alors, B. Donc B, ça va être... alors c'est quoi B? C'est que en fait on en a sur la ligne 1, on en a sur la ligne 2. Donc ça va se retrouver sur la ligne 3. Et ça va se retrouver sur la ligne 5. Puisque la ligne 4... hein. Donc on a dit 1, 3... Pareil, 1, 3. Donc là, on a notre carré de B. Laisser. Donc là, je dirais que laisser, c'est un peu la même sauce. Donc ça va se retrouver en 3 pour le premier, en 5 pour le second, en 5 pour le troisième et en 7 pour le dernier. Et pour les X, par contre, 3, donc 5...
5, et donc 7 et 7. Parce qu'on sait que effectivement, le dernier C, il est dans le coin, donc 1, 3, 5, 7, donc oui, c'est ça. Le D qui est tout seul, donc lui, il est en 0, 1, 2, 3, en termes de X, et 1 en termes de ligne. Donc lui, il va se retrouver en 7 et 3. Trust me, I'm an engineer. Non, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur, donc voilà. Et donc 0, 1, 2, ça fait 1, 3, 5. Et comme ils sont sur la dernière, ah oui, j'aurais pu le faire avant, tant pis. Je me fais avoir. Tant pis. 7, 7. 7, 7, 7. Bon, je mets une valeur fausse, histoire de me rassurer que ça marche. Ok, ça explose. Voilà, donc ça veut dire que ma perception, en tout cas instinctive, de faire l'éclatement, ça fonctionne, ça correspond. Donc là, en faisant un exploded region comme ça, j'obtiens le résultat escompté. C'est-à-dire que je prends une région, et pour chacune des régions, enfin une liste de régions, et pour chacune des régions qui est à l'intérieur, je l'explose. Donc c'est-à-dire que je l'éclate sur ma grille pour avoir de la place pour pouvoir y mettre les trucs de périmètre. Et ensuite calculer les côtés. On va faire ça comme ça. Donc là, on a la première brique de notre truc. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite mini doc là-dessus. C'est vrai, ça. Alors, comment je pourrais faire cette doc, tiens. Donc, GetArea, on s'en fiche. Peut-être là. Hop. Explode. Region. Exploded form. For instance. Donc là, je vais reprendre, parce que je suis très feignant. Il est où? Hop. Et oui. Est-ce que je peux faire P directement? Non, bien sûr. Ça, c'est pas mal, ça. Quand on fait Shift I dans NeoVim, on écrit des choses au début de la ligne. Et ensuite, quel que soit l'endroit où on est sur une autre ligne, on fait point, on reproduit la même chose, à savoir insérer en début de ligne. C'est très puissant, mine de rien, ce truc-là. Bref, voilà, donc hop, becomes, oui, c'est ça que je vais faire. Et donc, je vais reprendre ce qu'on a dit là, à savoir, oui, on va faire ça comme ça. Non, en fait, on va mettre des points. On va mettre des points, ça sera plus simple. Et en fait, il y a un point devant. Là, je vais utiliser CTRL pour faire ça. CTRL V, la sélection en bloc de Vim, ça aussi c'est extrêmement puissant. Et je vais mettre des points autour, histoire qu'on comprenne que je vais aller autour. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas tout à fait vrai que ces points-là ils existent, mais l'idée c'est de les représenter en fait quand même. Voilà. Et ça c'est pas mal parce que ça va nous permettre de tacler le premier sujet, à savoir avoir une région explosée. Et donc on va pouvoir passer à une autre région, une autre fonction. Je vais copier tout ça. Yes. Il manque un truc. Pardon. C'est de Word. En fait, je vais garder le nom de la fonction comme ça. Ok. Previous definition. Ah bah oui, puisque j'ai copié comme un gros goré, c'est ça? Ok. Et c'est de... on peut faire point, je pense. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'elle va pas s'appeler... Je peux pas faire ça, on est d'accord.
Ouais. Ouais, on va couvrir les tests aussi. Voilà, donc on va pas l'appeler explode region. On va l'appeler get. On peut l'appeler get perimeter, mais ça me choque parce que je sais qu'on va récupérer une liste de choses. Perimeter, ça permettait d'avoir une valeur, un scalaire, comme ils disent dans le jargon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire get... alors sides, non, puisque l'idée, ça va être de calculer les sides après. Je vais mettre fences. Comme ça va être les petits bouts, justement, de palissade, parce que comme ça, en plus, c'est dans le thème. Voilà. Et donc, get fences... retrieves fences bits from an exploded region. Donc là, pour le coup, on va partir de la will yield. Alors, je le mets de manière graphique, mais on va récupérer bien évidemment une liste de coordonnées. C'est l'idée. Mais ça va pas du tout. Vous m'avez pas arrêté. Faut que j'aille corriger maintenant. Point. Et l'heure. Ok. Interesting. Voilà. Parce que comme ça, je peux... alors, est-ce que je l'ai encore dans mon... Ouais. Très bien. Bon, on va rester sur les traits, c'était déjà pas mal. Non. À chier, Stéphane. Donc, on va faire ça. Sachant qu'il y en a qui seront communs à deux régions. Hein. Ceux-là vont être communs au A et au B. Celui-là au A et au C. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet... Mais bon. Ouais, non, c'est pas un problème. Pour l'instant, c'en est pas un. On verra si c'en est un. Si ça en devient un et que je dois tout balancer à la poubelle, so be it. Hein, je veux dire, l'avantage de ce que je fais, c'est que je n'ai de compte à rendre à personne. Quand même cool ça. Je vais peut-être virer les points par contre à ce niveau-là, parce que j'ai l'impression que ça n'arrange pas la lisibilité de ce que je veux faire. Attends, il y a celui-là qui est pas bon. Ouais. S.espace. Bah. S. Point. Ah oui, point. Le mec. Espace. Espace insécable. Oh, c'est un peu moche. Faire espace, c'est pas grave. Toujours... ouais, non, je les garde, les espaces insécables, donc c'est pas très grave. Donc là, j'ai bien mes C qui font leur drift, là. J'ai bien mon D qui est fermé, mon A, mes B et mes E. Ok. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'une fois que j'aurai toutes ces coordonnées-là, je pourrais faire ce que j'ai dit, à savoir calculer pour une région qu'est-ce qui est contigu. Et oui, parce que ça va être les fences d'une région. On lui passe une région. Donc là, en l'occurrence, la A, ou la B, ou la C, ou la D. Et à partir de cette région, on va calculer, on va récupérer toutes les fences bits. Donc ça va donner un vec de coordonnées. Je ne veux pas dire une région, même si je sais qu'une région, c'est un vec de coordonnées. Même si pour moi, c'est plutôt un set. Hein. C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Et peut-être que je changerai d'avis à ce moment-là. Mais... marrant qu'ils mettent un warning là-dessus. Bon, c'est pas très grave en soi.
Non, puis je m'en fous, c'est pas ça mon problème. Alors, comment je vais tester mon getFences? Donc là, on va laisser le cas complet de côté. Et oui, de toute façon, j'ai déjà la exploded region là. Donc je sais que déjà l'exploded region, elle est là. Par contre, alors ça va pas être getFence, en l'occurrence, ça va être explode region. Et let fences est égal à getFences de et exploded region. Et là, il va me falloir un cas en fait bien propre. C'est-à-dire qu'il va falloir que je donne les coordonnées. Donc là, on est en 0. Hein. 0, 2. L'avantage, c'est que les fences seront toujours pairs. On est sur 0, 2, 4, 6, 8. Sachant que les autres sont sur 1, 3, 5, 7. Ça, c'est pas mal. Je le garde en tête. À savoir que les plantes sont sur des impairs et que les fences seront sur des pairs. Admettons. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je vais faire ça. Je vais utiliser la même stratégie que pour le getPerimeter de la part 1, à savoir regarder les voisins, même s'ils sont à 2 au lieu d'être à 1, ça c'est pas très grave. Et donc, je vais décider de renvoyer des... là, pour le coup, ouais, c'est ça. Je vais décider non pas de faire des plus 1 et des moins 1 dans mon compteur de périmètre, mais vraiment de renvoyer les coordonnées qui m'intéressent. Or, je ne l'ai plus, la fonction getPerimeter. Je cherche au cas où, mais... Ok. Donc on va ouvrir celui de la part 1. Et c'est là que le fait de garder la part 1 sous le coude est intéressant. Après, j'aurais pu bourrer toutes les fonctions dans le même endroit, mais dis-moi ce qu'on veut, quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'intérieur de cette fonction-là, parce qu'on n'a pas besoin de bandit box, etc. Donc je vais faire ça. Et je dois renvoyer un vec de corps. Donc letMut perimeter égale 0, non. On va faire fences. Je vais renommer ma variable. Et là, je vais dire que c'est un vec de coords. Non, tabnight, c'est parce que je voulais faire. Un vec de coords. Qui va être un nouveau vecteur. Un vecteur fraîchement initialisé. Ok? Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Ok. Je vais récupérer la plante de la région. En l'occurrence, là, ça va être la lettre A pour le cas que je donnais. Bon, très bien. Et ensuite, je vais dire pour toutes les coordonnées qui sont dans la région, et bien là, par contre, je vais faire -2. Parce que vous vous rappelez, hein, je vous ai dit, c'est sur les coordonnées paires, parce que j'ai éclaté, donc c'est forcément, ils sont plus côte à côte à 1 d'écart, ils sont à 2 d'écart, mais ça ne change rien. Vous voyez là, la résilience du code, ça c'est intéressant. Pourquoi tu... Ah, il faut donner la map. Ah oui, parce que j'ai que des coordonnées. Ah, ouais. Ouais, ça veut dire que mon cas de test, il va gueuler par contre. Ok, donc ça c'est bon. Oui, alors, bien sûr, je ne sais pas taper. Ok, donc oui, on va chercher dans la map pour la première coordonnée de la région. On s'en fiche, puisqu'elles ont toutes la même lettre, histoire de savoir de quelle lettre on cause. Ok, ensuite pour chacune des coordonnées de la région, donc de toutes les lettres, je vais regarder les voisins. Et donc là, on avait un truc avec un current perimeter qu'on alimentait. Donc c'est pas ce qu'on veut. Là, c'est pas ce qu'on veut. En fait, on veut faire l'inverse. Oui, non, mais je réfléchis. Je réfléchis parce que là, en fait, ce qu'on veut, c'est tous les cas où on n'a pas une plante qui est voisine. Parce que là, quand une plante était voisine, qu'on avait un A à côté d'un A, par exemple, on décrémentait, ce qui fait qu'on avait un périmètre de 4, mais en fait 3, 2, 1, 0, suivant qu'il y avait des voisines autour. Là, en fait, on veut l'inverse. On veut tous les cas où on n'a pas un voisin qui est la même lettre
ou alors qu'on tombe en dehors de la map. C'est parce qu'on est en train de récupérer les morceaux de fences. Ok, donc c'est mon filter map là qu'il va falloir que je fasse un peu différemment. Map.getNeighbor, et là on va faire un match. Parce que map.getNeighbor, ça va être... ouais. Ça va être ça. Donc soit le neighbor, le voisin de ce que je suis en train de tester, existe. Et donc, il va y avoir une plante là-dedans. Je vais même écrire neighbor plante. Et là, bah, je vais me poser la question, if neighbor plante est égal à region plante, en fait, c'est différent que je veux. Que si c'est différent, ça m'intéresse. Donc je vais renvoyer le neighbor en fait, puisque neighbor c'est des coordonnées, on est bien d'accord. Oui, c'est les coordonnées du voisin, donc ça c'est pas mal. Ok. Et si on est en dehors de la map, bah, ça m'intéresse aussi, en fait. Parce que ces coordonnées-là, en fait, c'est même plus simple que ça. Parce que ça, c'est les coordonnées du neighbor. Mais moi, je veux les coordonnées du fence que je mets. Ah oui, mais je sais pas si je suis au-dessus, en dessous. C'est pas mal, mais ça pourrait être plus élégant, en fait. C'est pas mal, mais ça pourrait être plus élégant. Parce que là, en fait, je regarde avec mon histoire de -2, +2, etc. Je vais prendre ce A là, par exemple. Là, je vais dire, donc je suis en train de lire ça. Donc sur la ligne 11, telle qu'elle apparaît là, dans mon for XY in region. Donc là, on va dire que je suis sur le XY de ce A là, à savoir 3,1. Et donc, je me pose la question, ok, est-ce que tu as un voisin à gauche? Donc là, je vais faire x-2. Ok. Et là, x-2, ça m'amène là. Donc oui, il y a un voisin, ok. Et en plus, ce voisin, c'est une plante qui a le même caractère que toi, ok. Donc là, il n'y a pas de fence au milieu. Donc je zappe, pas de problème. Et là, je vais dire, ok, bah, je vais faire y-2. Donc là, je sors de la map. Donc là, non. La map me dit, non, je l'ai pas, j'ai pas de plante là. J'ai rien, j'ai non. Et donc là, je vais me dire, ok, donc ça m'intéresse de mettre un truc là. Mais je sais pas d'où je viens en fait. Enfin, d'un autre côté, je connais XY. Et j'ai x-2y. Est-ce que je peux me faire une petite formule qui... Parce que si j'ai xy et que j'ai x-2, si je les additionne, ça va... Ah, ça va faire 2x-2. Est-ce qu'il a encore assez de brain power pour faire un algorithme comme ça de tête? Parce qu'en fait, ce que je voudrais, c'est me dire, j'ai cette coordonnée-là, j'ai cette coordonnée-là, et je vais avoir celle-là. Mais quelque chose qui soit valable dans tous les sens. Par exemple, si je suis sur celui-là et que je fais x+2, donc là, je sors de la map, et il faudrait récupérer ce fence-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'y dis ou j'y dis pas? Comme dirait le même. Oui, parce que là, si je fais le y du neighbor moins... Ouais, c'est ça, ça va être le y du neighbor moins le y de ma plante courante. Donc y, là en l'occurrence, ça va être y moins y, ça va faire 0. Plus y. Ah, pas de sens, Stéphane. Ouais. Et en termes de x, ça va faire quoi? Ça va faire x+2, puisque là j'essaie de faire ça, moins x, ça va faire 2, plus x. On peut simplifier, je pense, mais je me demande si ça marcherait pas. If maybe missing an else clause. Oui, tu as raison. Ok, comme ça c'est réglé.
non some neighbor. Mais en fait, c'est pas some neighbor que je veux. Cela dit, je peux le calculer après, puisque là, de toute façon, je renvoie dans les deux cas some neighbor quand ça m'arrange. Ok. Donc j'ai fait mon filter map. Donc là, je vais récupérer des for each neighbor. Ok. Donc ça, par contre, c'est tout pourri. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'intéresse pas. Si, ça va peut-être m'intéresser, mais d'une autre manière. Donc on va le mettre comme ça. Donc là, j'ai des coordonnées. Là, j'ai des coordonnées du voisin qui me vont, parce que soit c'est en dehors de la map, soit ça correspond à une lettre qui est différente. Donc là, je veux ajouter à mon fences quelque chose. Donc là, je vais faire fences.push, je vais lui ajouter quelque chose. Je vais lui ajouter quoi? Donc j'avais dit, c'est là où ça va être drôle, neighbor.0. Alors attends, on va le déstructurer. Merde. Ah, on va le déstructurer histoire que je vois où est-ce que j'en suis. Alors, non, pas xy. On va faire neighbor x neighbor y. Voilà, ça me va. Non, ça m'allait bien quand c'était comme ça. Et donc là, on va faire un push de neighbor. Je vais améliorer mon truc. Mais là, je sais que je suis sur les x. Donc x moins x qui est dans ma boucle for, là. Ça, d'accord. Ça va faire 0 si jamais le x n'a pas changé. Mais bon, il faut quand même que j'ai le x de base. Donc, moins x plus x. Non, c'est tout pourri. Mais je peux pas faire moins 1. Et je peux pas faire la même chose avec y. Ça va pas mon truc là. On va en prendre un qui puisse se gérer. Voilà, je suis là. Ok. Je fais moins 2. Bon, jusqu'ici tout va bien, ça me pose pas de problème. Je fais plus 2, ici ça me pose pas de problème. Donc on va faire le cas des petits traits verticaux. Donc là je fais moins 2, je suis en dehors de la map. Ok, donc là je suis littéralement à y égale moins 2. Et x égale 0, 1, 2, 3. Donc 3, moins 2. Et mon a là, il est en 3, 1. Et je veux obtenir... Donc je vais l'écrire là, Donc j'ai 3 moins 2 et 3, 1. Ok. Et en l'occurrence, je veux obtenir comme coordonnées, à savoir 0, 1, 2, 3. Bah oui, 3,0. Parce que je suis sur la toute première ligne. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas toucher aux x et qu'il faudrait faire le milieu entre moins 2. Non, pas moins 2. Non, ça va être moins 1, pardon. Parce que là, je suis sur la ligne 1. Moins 2, ça fait moins 1. Ok. Et donc là, si j'additionne les y, j'obtiens 0. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si je veux traiter ce cas de ce trait-là. Là. Par contre, on va prendre un autre cas. On va prendre ce cas-là. Comme ça va être simple. Donc lui, il est en 1, 1. Oui, il est en 1,1. Ok. Oui, je vais faire comme ça. Et là, je fais moins 2. Donc là, je suis en moins 1. Moins 1, je suis en dehors de la map. Et donc la map, elle dit non, j'en ai pas. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que je vais vouloir rentrer cette coordonnée-là, récupérer cette coordonnée-là. Ok, très bien. Et donc cette coordonnée-là, elle est en 0,1. Et donc là, la map, je voulais aller être en moins 1,1. Moins 1, alors pour le coup, on va se décaler comme ça, on va se recaler, oui, on va se recaler après. Moins 1,1, voilà. Et donc, au final, ma barre verticale, je la veux en 0,1. Et donc pour ça, j'ai additionné mes x, mais j'ai pas additionné mes y. Donc c'est tout pourri, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que je sache si j'étais sur un x. Après, je peux tout simplement faire si... Ah là, c'est ça. Je peux dire que si les x sont identiques, j'additionne les y, et je peux dire que si les y sont identiques, j'additionne les x. Ou du moins, si jamais les x sont de toute façon différents, je sais que je suis dans le cas des... je suis dans le deuxième cas. Ok, j'ai un algorithme. J'ai un if. Yes. Je vais le garder le temps de faire mon if. Donc là, ce qu'on va faire... On va faire if neighbor x
égale à x. Ah oui, on n'est pas en JavaScript, il n'y a pas besoin de mettre les parenthèses. Mais bon, Clippy me tapera dessus après. Donc là, on est dans le cas où les x sont identiques. Et donc, il faut additionner les y. Donc, ok. Alors, on va faire un truc que j'aime beaucoup en Rust, si je ne vous ai pas totalement assommé. En fait, on peut faire des expressions pour les assignations. C'est-à-dire que là, je vais mettre new fence x, on va l'appeler comme ça, histoire d'être très descriptif. Et je vais mettre, en fait, des brackets. Et donc, je vais pouvoir mettre du code à l'intérieur de ces brackets-là. Et ce qui va être retourné dans ces brackets, avec un return ou un return implicite, va aller dans mon new fence x, sera assigné. Ça, c'est extrêmement puissant, parce qu'en fait, je vais pouvoir faire un truc super cool que, par exemple, en TypeScript, puisque j'étais là-dessus, c'était pas aussi facile. Donc, si les x sont identiques, je vais renvoyer quoi? Je vais renvoyer x, puisque de toute façon, ils sont identiques. Et là, j'ai dit que je faisais l'addition de neighbor y et de y. Et je vais pouvoir mettre un else. Donc là, on est dans l'autre cas de figure. Et là, je vais pouvoir faire syx, virgule y. Voilà. Et là, j'ai la représentation de ce que je disais au-dessus, à savoir que si je suis sur le même x, j'additionne les y pour avoir ce qu'il y a au milieu. Et sinon, voilà. Est-ce que ça marche dans tous les cas ou il ne faut pas faire une connerie de division par 2? Non, puisqu'on a un offset. Les tests diront. J'aime bien ça. Et donc, fences push quoi? Fences push new. Ah, je l'appelle new fence x, mais non, c'est con, en fait, c'est new fence. Ah. Alors, attends. Ah oui, parce que x, pardon. X, comme il vient de là, c'est un eSize, neighbor. C'est un eSize, eSize. eSize, oh, c'est moche tout ça. Oui, parce que là, je suis sur quoi? Oh là. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais fin de référence. Ah oui. Oui, parce que, attends, toi, t'es quoi, toi? Ah non! C'est ça que je voulais faire. Parce que là, t'es en eSize. Et X, c'est quoi? Je dis pas que... Oh, d'accord. Oui, il manque du déréférencement, là. Il manque du déréférencement de ouf. Qu'est-ce que... Pourtant, toi, t'es en eSize. T'es en eSize. T'es en eSize. Ah oui, je t'ai oublié, toi. Nice. Alors, ça, c'est Clippy. This filter map can be written more simply using filter. Ce qui est vrai. Ah oui. Oui, parce que je renvoie en fait dans les cas qui m'intéressent. C'est la puissance de Clippy. Vous avez vu ça? C'est un truc de ouf. Il s'est rendu compte que soit je renvoyais none, soit je renvoyais la même chose, à savoir some neighbor, some neighbor. Et il s'est dit, tu veux faire un filter map sur un some et sur un some neighbor et un none, mais en fait, faire un filter map sur un some neighbor, c'est la même chose que de dire, je filtre. Et oui, bien sûr, regardez. 20, ouais, j'ai 10 minutes. Vous voyez, là, l'intérêt de faire ça, même si ça ne me sert à rien dans le turfu, là, si je renvoie un booléen là-dedans, que je réponds true, et que là, je réponds false, et que là, je réponds true, et que là, je réponds... Oui, ça me va bien.
Donc là, déjà, il me gueule pas dessus, du niveau du filter. Il me gueule sur autre chose, mais vous allez voir, on va avancer de proche en proche. Effectivement, c'est vrai. J'ai fait un filter map pour ne garder que les sommes quelque chose, mais en fait, ça revient au même que de faire un filter. Et là, il me gueule, là aussi, en me disant, bah, ça sert à rien, tu es en train de faire un if pour envoyer un true et un else pour envoyer un false. Tu peux tout simplement réduire cette expression, en fait, en disant, bah oui, si jamais les plantes sont différentes, je renvoie true, et sinon je renvoie false. Mais ça revient au même que de tout simplement renvoyer le fait qu'elles sont différentes. Okay. Et ce trou-là, il est justifié. Ah, puissance. Donc j'avais dit que ça servait à rien. Voilà. Ça, c'est fou, hein, parce que uniquement en me guidant avec les indications de Clippy et de Rust, mon code, il est beaucoup plus expressif. À partir de la liste des voisins, donc des 4 autour de ma plante courante, là, de ma boucle for, je regarde chacun des voisins. Je dis, ok, j'ai un voisin. Est-ce que, quand je le récupère dans la map, je récupère quelque chose? Ok. Est-ce que c'est la même plante? Bah, si c'est la même plante, ça m'intéresse pas. Je vais pas mettre de fence, je vais pas mettre de palissade entre deux plantes identiques. Donc on s'en fout. Par contre, si c'est pas la même plante, bah oui, il faut une palissade. Donc ça, je garde. Trou. Et puis, si je suis en dehors de la map, bah là aussi, il me faut une palissade, parce que hors de la map. Ok, trou. Voilà. Et ensuite, je récupère les coordonnées de ce que ça me donne, hein, une fois que j'ai filtré tout ce qui m'intéressait. Et à partir de là, je calcule la position du fence, et ça me crache ça. Donc ça me sert à rien finalement. Et ensuite, je renvoie ça. Et là, normalement, j'ai un truc qui tient la route. Mais... alors, j'ai des trucs qui traînent... non, a priori, le Explode Region, c'est bon. Ça, c'est bon. J'ai rien cassé. J'ai vu un peu de trucs passer, mais j'ai pas eu le temps de réfléchir. Non, on est bon. Ouais. Ok. Bon. Oui, alors attends, pourquoi ça part? Region should not be empty. What? Pourquoi il me dit ça? 367. Donc a priori, je lui passe une région qui est vide dans mes tests. Ah, non. Ah, mais non, mais la map, c'est pas bon. La map, elle est pas exploded. La map, elle ne sait pas en 1-1 ce qui... ouais, non, c'est pas bon. J'ai explosé la région en termes de coordonnées. Est-ce que j'en ai vraiment besoin de savoir de quelle plante c'est? Ah oui, pour pouvoir aller chercher pour les autres. Ah, et puis de toute façon, je fais un map get. Ah, c'est toute la map qu'il faudrait exploser. Ah ouais, c'était pratique ça. D'avoir un vec de char. Et oula, j'ai ma syntaxe qui a planté. Non, je suis bloqué là. Je suis bloqué parce que je vais regarder sur la map à chaque fois, sur les neighbors. Ouais. Ah, c'est frustrant. En fait, il faudrait que j'explose toute la map pour pouvoir faire mes shenanigans et pour pouvoir lire comme il faut. Après, à partir des coordonnées d'une région, je peux, entre guillemets, tricher. Oui, parce que le get de la map, c'est quelque chose que j'ai implémenté moi-même. Ouais. Ouais. Ouais, non, mais effectivement, on peut faire un get exploded.
où on passe 2 coordonnées, mais donc ça va pas être ça. Ça va être... Alors, qui c'est qui s'énerve là? C'est un de mes PC qui est en train de... Y-1... Oui, parce que j'avais 0, 1, 2, 3, 4, et j'ai fait 1, 2, 6. Donc, moins 5 divisé par 2, un truc comme ça. Wow. Ah oui, j'ai fait ça. Ok, et x, ça va paraître pareil. 8 moins 1 divisé par 2. E-size. Expected e-size, found u-size. Attends, qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux avec ça? E-size, F10, u-size. Gna gna gna. Oui, alors oui, parce que je dois faire une soustraction, ça ne doit pas lui plaire. Parce que Y, c'est quoi là? C'est un e-size. E-size moins 1, on est d'accord. Là, ouais, après, c'est une division euclidienne, non? Je sais plus où j'en suis. Pourtant, j'ai bien des coordonnées qui sont des e-size, on est d'accord. Ah oui, non mais attends, c'est peut-être tout bêtement ça, non? C'est que c'est pas casté correctement as you size. Ah, c'est ça. Oui, parce qu'il a fait 2 as you size. Ok, en fait, il manquait des parenthèses là. Ok. Mais ça change. Oui, parce que je l'appelle pas encore. Oula! Ah mais bizarre, syntaxe qui explose. C'est pas grave. Alors, je suis dans mon get fences. G-E-S. Get exploded. En fait, il doit y avoir un caractère qui doit faire péter un câble à ma syntaxe. Voilà, là ça marche. Enfin, ça marche. J'ai pas le même résultat et je vais mettre un get exploded. Ouais, je sais pas, parce qu'après ça marche. Ah, c'est qu'il y a un slash là. Ça serait les... Ah ouais, c'est marrant ça. C'est les slash là qui pètent un câble. Attends, ça me saoule. On va rester sur des commentaires par rustdoc alors. Et là, ça marche. Ok. C'est les triples slash qui lui plaisent pas. Peut-être que ma syntaxe, mon truc de syntaxe Vim pour Rust, il est peut-être buggé. Je ne sais pas. Bon, allez, il reste 2 minutes, on essaie de se dépêcher. Tougoulum, get size, on n'y est pas encore. Get fences, voilà, get fences. Ok, donc là, j'avais mis les coordonnées de mes fences. J'ai dit que c'est pas bon. On est censé avoir... Hein? Non, c'est pas bon, ça. Ah, j'ai pas corrigé. Alors, si on regarde vite fait ce qu'on obtient... Bon, déjà, left, non, il y en a beaucoup trop des coordonnées. Je sais pas ce qui s'est passé là. À quoi? Attends, mais si, bien sûr que c'est bon. Il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai du 16,1. Je sais pas du tout là d'où ça vient. En tout cas, j'ai le bon nombre. C'est mon right qui est... Enfin, le left et le right sont pas bons tous les deux. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Comment je me retrouve avec 16? Ouais, c'est que mon espèce d'algorithme là, il pue des fesses. Très bien, bah c'est bien, on va pouvoir corriger ça la prochaine fois. Bon, on va rester là. On va en rester là, parce que à la fois mon left et mon right sont tout pourris, donc j'aurai pas le temps de corriger ça. Mais on avance. On avance parce que au moins on va avoir ça. Et une fois qu'on aura ça, ça sera pas trop difficile pour moi d'arriver à faire un algorithme qui va regarder est-ce que dans ma région, celle-là, puisque bien évidemment chaque région aura son set de fences, est-ce que j'ai des trucs qui sont contigus ou pas? Et pour chaque truc qui sont contigus, je vais compter un seul côté. Et quand c'est pas contigu, et ben là aussi, je vais pouvoir l'identifier. Donc, on avance. On avance. Lentement, mais sûrement, on avance. Ok.
Voilà un petit peu ce qu'on aura vu aujourd'hui. Donc après, je sais pas. Voilà, là on est jeudi. Je suis très content d'avoir fait ce stream parce que pour le coup on a avancé. Ça c'est plutôt cool. Je ne sais pas. Je me verrais bien faire un petit stream juste détente, initiation au Mahjong. Parce que je pense que ça me botte beaucoup. Donc logiquement, je pourrais faire ça samedi. Je ne sais pas. Je vais réfléchir. Est-ce que je fais ça demain soir? Est-ce que je fais ça samedi? Je sais pas trop. Mais je sais que j'ai envie de le faire. Un petit stream un petit peu détente et de ponctuer un petit peu mes streams là-dessus. Alors le mec il dit qu'il veut des streams pour faire des projets et puis en même temps il veut des streams pour déconner. Voilà. Mais je réfléchis à l'idée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées, si vous avez des trucs qui vous intéressent, etc., que je pourrais regarder. Si ce que je fais vous intéresse ou ne vous intéresse pas, d'ailleurs, je prends toutes les critiques, constructives comme négatives, il n'y a aucun problème, tant que ça reste respectueux, bien sûr. Et dans tous les cas, on se revoit bah, pas mardi, et oui, il faut que je regarde un peu mon calendrier, le mec il est au taquet là. Pas mardi, par une simple et bonne raison, c'est que j'ai des billets pour aller voir Justice à Nantes. Donc si vous allez voir Justice à Nantes, vous me croiserez, ça j'en suis très content. Et pas jeudi prochain non plus, parce qu'il y a la Torrent Tech, le 6 et le 7. Donc si on se revoit pas ouais, d'ici ce week-end pour un stream, et ben ça sera soit le week-end du 8, soit on se reverra le mardi 11. Ouais. Non, non, là, effectivement, semaine chargée qui arrive. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres inondations, parce que ça m'embêterait beaucoup. Mais voilà. Ok, on va s'arrêter là. Je vais arrêter de parler. Je vais vous laisser décrocher. Merci beaucoup, en tout cas, de regarder ou d'avoir regardé en live ou de regarder en différé. Ça me fait quand même toujours plaisir. Phosphorer un peu sur l'Advent of Code. Je pense que c'est intéressant quand même de s'y intéresser. Et puis on se retrouve, comme je le disais, soit ce week-end, soit effectivement le mardi en 8, comme ils disent dans l'ancien temps. Voilà, bonne soirée à vous et amusez-vous bien. Ciao, bye.